Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? On vient de finir une draft là assez spéciale. Une draft, j'ai vraiment hâte que les gens ils découvrent. On va sûrement se faire des ennemis après cette draft, mais comme tu, c'est nous les bandits. Promis, c'était pas une deuxième édition de la draft des animaux, c'était pas la draft Poudlard. C'était une draft avec des vrais joueurs de foot. Des vrais joueurs, ouais. Quoique. Quoique, comme j'ai dit, il y en a certains d'entre nous, peut-être on aurait pu être là-bas dans la draft, tu vois, avec un peu de chance. Peut-être que, tu sais, dans un monde parallèle, il y a peut-être deux autres mecs, ils auraient fait une draft et ils auraient mis Willou. Attaquant. Tu sais pas, il y a peut-être des YouTubers up and coming qui sont en train de faire leur draft des YouTubers foot. Et peut-être qu'on figure dedans. Donc, on est peut-être dans une draft quelque part, quoi. C'est ça le multivers. Et on ne le sait pas en fait. En tout cas, le concept de la draft, je sais que vous kiffez et j'ai vraiment hâte que vous découvriez celle-là. Donc, elle sera en ligne très très bientôt si elle ne l'est pas déjà. Du coup, la famille, aujourd'hui, on est là pour discuter de deux choses. Parce que en fait, le problème du football, il est simple, c'est l'actualité. C'est que ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite en fait. Tu te lèves lundi, on te dit un truc, mardi, on te dit un truc, mercredi, ça repart, etc. On va aller directement dans le vif du sujet. Je pense que Willou, dans cette vidéo, on va parler de deux coach, encore une fois, de deux situations qui sont peut-être pas les mêmes, mais qui sont aujourd'hui, je pense, dans l'actualité. La première, c'est Liverpool et Jürgen Klopp qui a perdu face à Everton, qui ont perdu, pardon, face à Everton. C'est compliqué cette fin de saison à Liverpool. Élimination en Europa League, The Last Dance pour Jürgen Klopp, c'est sa dernière et tout. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Vont-ils réussir à gagner la Première Ligue alors qu'il reste 4 matchs et qu'ils ont maintenant des points en retard sur Arsenal et sur Manchester City, sachant que City n'aura aucune pitié d'ici la fin de la saison. Ils vont essayer d'aller faire un 5 sur 5 en championnat, vu qu'ils ont un match en retard face à Brighton. Ça, c'est le premier sujet. Donc, Liverpool, Klopp maintenant commence à se veiller ses joueurs et l'après. Et d'un autre côté, on se lève ce matin, je sais même pas, depuis hier soir, il y a les rumeurs et on nous confirme que Xavi, il y reste. En fait, à Barcelone, franchement, je pense que le mot c'est Keda, faut l'enlever. Franchement, le mot je reste parfait, il nous fatigue, ils amusent sur les déclinaisons du je reste. On nous a dit que Xavi va rester. Donc, Xavi va rester, qu'est-ce qui va se passer? On va en discuter avec Willou. Mais Willou, on va d'abord commencer par Liverpool. C'est compliqué. Tout à l'heure, on faisait la draft et on parlait rapidement, tu me parlais de Darwin Nunez. J'ai l'impression que tu as des choses à dire, quoi. C'est pas possible. Déjà, j'ai une question à te poser, un petit quiz à te poser. Donc, l'autre jour, Everton a battu Liverpool à Goodison Park, chez eux. Ils ont quasiment assuré leur maintien avec cette victoire 2-0, Branthwaite et Calvert-Lewin. C'était la première fois en 13 ans qu'ils battaient Liverpool à la maison, à Goodison. Il y a 13 ans, est-ce que tu peux me dire qui avait marqué dans ce match? Oui, Gatsu, me Cantetta, he knows exactly what we need. Exactement, mec. Mikel Arteta, buteur contre Liverpool, déjà le fossoyeur des Reds. Et là, ça s'annonce compliqué. Tu sais, j'ai pris ça comme un signe du destin, moi, hier. J'en ai pas parlé, mais j'ai pris ça comme un signe du destin. Je me suis dit, comme par hasard, la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était Arteta. Bon, là, ils font le geste, ils gagnent et tout, ils sont heureux parce que ça fait 13 ans, ils les ont pas battus. Klopp, il a perdu aucun match à Goodison Park pendant toutes ces années qu'il était là. Donc, du coup, à chaque fois qu'il venait là-bas, c'était soit match nul, soit voilà, etc. Donc, même, je me rappelle, c'est pas là où Origi, il avait égalisé en fin de rencontre sur un ballon qui tapait la transversale. Sur la barre, là, ouais. N'importe quoi. Donc, ce derby a toujours été très chaud. Mais là, je me dis, je pense qu'on a assisté à un tournant et peut-être un tournant historique aussi. Permettez-moi d'être un peu superstitieux et d'y croire en me disant que voilà, que mon coach Arteta avait marqué ce dernier but-là lors de cette victoire il y a 13 ans entre Liverpool et Everton. Ben, pourquoi pas cette année, peut-être, voilà, hein, on va s'arrêter là. J'espère que tu peux mettre dans la vidéo ou alors dire aux gens d'aller la regarder. Tu sais, la vidéo faite par l'IA du but de Dembaba, mais à la place, c'est Arteta, Klopp et Guardiola. Tu vois cette vidéo ou pas? Si, je pense que tu m'avais tagué dessus. Ouais, je vais la retrouver, je vais la crop et on va la mettre là maintenant. Normalement, à ce moment-ci, dans la vidéo, vous êtes en train de voir ce montage. J'ai envie de dire, ce montage venu des enfers. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Avec Guardiola en mode Dembaba en train de... Ouais, je crois que j'ai pas autant rigolé ce mois-ci que devant cette vidéo. J'étais mort de rire. Et bah voilà, c'est Arteta et Klopp. Bon là en l'occurrence dans la vidéo je crois ils sont dans la même équipe et le titre leur échappe, Klopp glisse et voilà c'est Demba Guardiola qui va les tuer, mais bon. C'est normal qu'ils soient dans la même équipe, je l'ai dit en début de saison, tous contre City.
Moi, dès le début, on était en C'est août. vrai, c'est vrai. J'avais dit ça dans la vidéo, j'avais dit tous contre City. Moi, j'ai dit que même si Liverpool gagne, je m'en fous. N'importe qui gagne, mais pas City. Là, maintenant. Bah là, actuellement, et là, j'en ai ouais, perdu où un, on là. tourne. J'en ai perdu un sur le chemin. C'est sûr que pour Liverpool, ça va être compliqué parce que on tourne jeudi soir. Arsenal à 77 points, Liverpool 74 et un moins bon goal average qu'Arsenal. Donc un peu de fait 4 points de retard. Oui. Et City à 73 points, mais 2 matchs en moins. Donc City a encore son destin entre ses pieds. Bon, en vrai, pour Arsenal, il faut vraiment que City gagne les deux, parce que comme Arsenal a un meilleur goal average que City, si City fait une victoire, un nul, là, sur les 2 matchs en moins qu'ils ont, c'est Arsenal qui reste devant. Donc, Exactement, bon, c'est pour ça ça... que pour nous, en tant que fans d'Arsenal, je pense que le match de ce soir, on est jeudi là, au moment où on est en train de faire cette vidéo, ils n'ont pas encore joué. Donc ça, faut que c'est important de contextualiser. On est le jeudi, Arsenal a joué, Liverpool a joué, mais City n'a pas encore joué, il joue Brighton là. Franchement, De Zerbi, s'il peut faire le geste ce soir et faire un petit match nul là-bas, aller chercher un point, nous, franchement, ça nous arrange, parce que je pense que le résultat de City aujourd'hui peut vraiment motiver les Gunners d'une manière extraordinaire dimanche pour le derby face à Tottenham, en fait. Parce que, c'est-à-dire que déjà, on va être motivé parce qu'on doit taper Tottenham, mais au-delà de ça, si Liverpool et City ont perdu des points, une semaine après que nous, on ait perdu des points face à Villa, mais boy, Willou, je suis désolé. Franchement, je sais qu'on a un déplacement à Old Trafford aussi qui nous attend, mais on va tout donner, mec. On va tout donner. On va mourir sur le terrain. Franchement, c'est encore possible. Vous êtes bien ressaisi récemment. Donc ouais, possible. Et sinon, juste pour Liverpool, bah, comme tu as dit, c'est après le titre en League Cup, là, derrière, élimination en Europa, là, l'APL, ça devient très compromis. C'est vrai que ça finit pas top. Ils ont une seule victoire sur leurs 4 derniers matchs de Première Ligue. Bon, bah voilà, hein, quand t'es prétendant au titre dans une course avec City et Arsenal, c'est pas possible de faire ça. Comme Van Dijk a dit en interview, peut-être que juste on le veut pas assez. Je vois des comportements de gars qui le veulent pas assez. Le truc avec Liverpool, c'est aussi quelque part, vu l'équipe cette saison, pour moi, l'équipe, elle n'est pas encore totalement finie. Et tu peux presque dire, c'est un peu de la surperformance d'être encore dans la course au titre à 5-6 journées de la fin. Tu vois, peut-être en début de saison, pas tout le monde aurait misé là-dessus forcément. C'est vrai. Donc ça dépend de comment on le prend, quoi. Forcément, c'est décevant, c'est frustrant. Tu sens qu'il y a un truc à faire cette saison, il y avait un truc à faire sur cette fin de saison pour boucler le chapitre Jürgen Klopp. C'est pas ouf non plus. La défaite contre l'Atalanta fait mal. Franchement, 0-3 à Anfield. Ouais, ça fait vraiment mal. Ça colore la fin de saison. Beaucoup. Ouais, et surtout dans un match où normalement, la défaite, elle est claire. Ils n'ont pas été très bons. Tu vas au match retour et tu marques très tôt, en fait. Et donc, tu es dans l'expectative. Parce que moi, quand je regarde le match retour, ils marquent très tôt et je suis comme, OK, ils vont le faire. Je me dis, ils vont mettre un deuxième, voilà, la mettre en 2-0. Et les Italiens vont commencer à baisser. Et il y a ce but-là bizarre qui arrive à la 70e, 3-0. Et hop, là, on va en prolongation. Tu vois, je me dis, ils vont le faire. Et il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. Et tu regardes encore une fois face à Everton, c'est la même chose qui revient à Liverpool ces derniers temps, c'est l'efficacité offensive. Hier, je regardais après le match, il y a Michael Owen qui était en train de parler. Michael Owen, c'est une légende, tu vois, Ballon d'Or, machin, etc. Et Owen, il dit que lui, il a mal, il dit, il comprend pas. Lui, il était frustré contre Darwin. Mais j'ai jamais vu Owen. Déjà, Owen, c'est un personnage à la télé que, bon, chacun a le droit d'aimer ou de pas aimer, mais moi, il me fatigue un peu parce que de temps en temps, c'est comme peut-être comme les gens, ils doivent se ressentir quand moi je parle de leur club. Je trouve que il est trop dur avec Arsenal, en fait, tu vois, genre, il nous clash tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le game, tu vois. Donc, j'arrive à quand même dissocier les trucs. Mais quand il parlait de Darwin, je me suis dit, mais il a raison. Il comprend pas. Il analyse les choses calmement et froidement. Il dit, mais il peut pas comprendre que Darwin, il y a quelques semaines, il te met des buts du milieu de terrain, machin, des frappes, des chips, des machins. Et puis, du jour au lendemain, c'est une confiance totalement éteinte. Des contrôles ratés. Des frappes à côté, frappes sur le gardien, des 1 contre 1 où normalement il doit tuer Pickford, il doit ouvrir normalement, il frappe sur Pickford. C'est des questionnements que tu te poses. Donc, et il disait qu'il ne comprend pas parce que pour lui, il pense que ça fait des années que Liverpool n'a pas eu de vrai numéro 9. Et ça commence par là, en fait. Il dit que durant toutes ces dernières années, il y avait un collectif qui faisait le travail. Salah, Mané, Firmino, tout ça, ça fonctionnait bien. C'était équilibré, ça marquait beaucoup de buts. Mais aujourd'hui, ils sont en train de construire un collectif qui a besoin d'un 9. En fait. Lui, c'est ça sa vision. Ils ont besoin d'un vrai 9. Et peut-être que Darwin... Et Darwin, cette saison, c'est 11 buts en Première Ligue pour 19 XG.
c'est la plus grande sous-performance du championnat et je pense des 5 championnats majeurs. C'est pas normal. Beaucoup de passes décisives, donc très utile quand même. Voilà, tu peux l'utiliser en pivot, tout ça. Donc il est assez utile et tout. En déviation, il a fait pas mal de choses pertinentes. Mais après, à un moment donné, le championnat se joue aussi sur des occasions parce que Liverpool a rarement perdu des matchs où ils ont été vraiment dominés. Si tu regardes bien, durant cette deuxième partie de saison. Ils n'ont pas perdu de... Moi, je ne me rappelle pas d'un match où Liverpool a vraiment... Ils ont perdu, ils ont dominé carrément. C'est parce qu'il y a eu des erreurs, c'est parce qu'il y a eu des... C'est parce qu'offensivement, ils n'ont pas su claquer quand il fallait claquer. C'est parce que défensivement aussi, de temps en temps, il y a eu certaines errances. Van Dijk, il parle, mais Van Dijk lui-même, quand même, à un moment donné, il doit se remettre lui aussi de temps en temps en question. Il y a des matchs où Van Dijk, il est exceptionnel. Il y a des matchs où il est fantomatique. Tu ne comprends pas. Des matchs, tu as l'impression que c'est le petit Konaté à côté qui le porte, en fait. Comme ce que les gens disaient à un moment donné avec Matip, en disant que c'était Matip vraiment le défenseur et que Van Dijk, il était là parce que c'est lui qui était beau, qui était mignon. En fait, je comprends pas. Donc, à un moment donné, je me dis, pour moi, cette fin de saison-ci, oui, ils sont en transition, d'accord, c'est vrai. Mais quand tu as autant de joueurs d'expérience dans ton effectif et que tu n'es pas loin du titre, je ne m'attends pas à ce que tu floppes. Pour moi, je m'attends à ce que tu floppes quand tu es en transition et que ton effectif, il est vraiment en reconstruction. Il est instable. Mais là, tu as Alisson dans les buts, tu as Van Dijk en défense, tu as Robertson, il est là. Trent Alexander-Arnold, certes, il a été blessé, mais quand même, il est là dans les entourages et tout. En plus, le petit Bradley, quand il est venu, il a été quand même plutôt très, très bon. Tu as comment on appelle ça? Tu as un Endo en deuxième partie de saison qui est quand même très bon et qui permet aussi de libérer McAllister. On a vu ce que ça a donné. Donc, il y a trop de choses, en fait. C'est pour ça que moi, je dis que ils ont perdu le titre. Eux-mêmes, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes, en fait, s'ils perdent le titre en fin de saison. Je suis désolé. Pour moi, Liverpool devait mieux faire et c'est dommage. C'est pour ça, hier, je me posais la question, est-ce que Klopp peut rester finalement? Est-ce qu'il peut nous faire comme Ferguson? Ferguson avait dit il part. Après, finalement, il a perdu le titre face à City. Il a dit je reste. Il a dit je reste. Est-ce qu'il peut faire comme Xavi aussi? Comme Xavi. Tu vois, c'est la même chose. C'est-à-dire que ne pas partir sur un échec. Parce que ça reste comme Jürgen Klopp. Partir sur une League Cup, sur une Carabao Cup, c'est pas mauvais. Le truc, elle remonte un peu la Carabao Cup. C'était en janvier, j'en ai oublié. Voilà, c'est février, là, ça fait longtemps. Entre-temps, on a vécu tellement d'émotions footballistiques que moi, je m'inquiète pour eux. Et voilà, et le rendement, il est juste décevant, quoi. Ça se crée beaucoup trop d'occasions pour un rendement qui n'est pas bon. Et le questionnement aussi de Mohamed Salah. Je pense que c'est important aussi dans la vision future de Liverpool de voir où se situe Mohamed Salah, en fait. Comment est-ce que cette équipe-là va évoluer sans Jürgen Klopp et sans Mohamed Salah dans le futur, éventuellement? Est-ce que Salah doit rester durant les prochaines années, même s'il y a un nouveau coach? Est-ce que Salah doit partir? Est-ce que tu reconstruis complètement? Je sais. Fin de contrat été prochain, donc si tu dois le vendre, c'est cet été. Sauf s'il y a une prolongation. Et c'est cet été que tu peux le vendre, peut-être quelque part, si lui, il a envie de partir, hein? Dans le golf, dans le truc. Moi, je sais que Salah, il va être une star là-bas. Il fait déjà la couverture de GQ, Middle East and stuff. Bien sûr. Salah, il va être une resta là-bas. Ouais. L'année dernière, d'ailleurs, ça a failli se faire. Je me souviens, l'année dernière, à l'Etihad, je crois, ou quelque part d'autre. Mais c'était le truc des derniers jours du mercato qui affolait Liverpool. On parlait de sommes colossales, genre le plus gros transfert de l'histoire, etc. Un salaire monumental aussi. Et Liverpool n'avait pas lâché parce qu'ils n'avaient personne sur qui se retourner. C'était un peu sacrifier leur saison, etc. Mais tu as raison, je pense effectivement que ça va revenir à la charge, cet été. Donc ce sera intéressant. Et après, tu te dis que ça permet peut-être de libérer aussi de la place éventuellement et que d'autres prennent leurs responsabilités. Ils ont fait un gros recrutement. Cody Gakpo doit prendre ses responsabilités. Il a été bon il y a quelques matchs. Il y a quelques matchs là. Il a été très bon sur le côté gauche. Je me rappelle plus. Il y a tellement de matchs et de débriefs qui s'enchaînent que des fois, je regarde un match après j'oublie. Mais il y a quelques matchs, il a été très bon. Luis Diaz a joué du côté droit. Il a été très bon. Et j'étais comme, ok, boy, prends tes responsabilités. Vas-y, impose-toi dans cette équipe-là. T'es venu. T'es pas titulaire en équipe nationale ou etc. pour être là, être sur le banc à Liverpool quand même. Donc, il y a des boys qui doivent prendre leurs responsabilités. Et Gakpo, Luis Diaz, Darwin Nunez, en fait, c'est leur équipe maintenant. C'est leur équipe. C'est vraiment, il y a eu un changement à Liverpool. Il faut que les gars, ils acceptent cela. C'est leur équipe à eux. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est quand même décevant. Et surtout quand tu perds face à Everton. C'est en plus ça qui, je pense, leur fait encore plus mal. Ils auraient pu perdre le match avant et ne pas perdre face à Everton, tu vois. Et là, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, quand tu perds face à Everton dans un mois d'avril, encore une fois compliqué. Je l'ai dit, en avril, ne vous découvrez pas d'un film. Mais comme dès qu'il fait beau, il y a du soleil, vous sortez tous en t-shirt, après vous tombez malade, c'est votre problème. C'est difficile. C'est avril, c'est fatigant. C'est un mois. La dernière fois, il y a mon oncle, il me dit on doit arrêter. C'est pas toi, c'est mon oncle qui m'a dit on doit arrêter le championnat en mars. c'est toi qui m'a dit ça. Le championnat en mars, ça serait bien. Franchement, à Liverpool, je vois là, je regarde, je passe un peu l'effectif. T'as
t'as déjà des gars qui ont encore pas mal d'années à donner, tu vois, genre Szoboszlai, il a que 23 ans, il a pas très bien son 2024 là avec sa blessure et pas top, etc. Mais il avait bien commencé la saison. Gakpo, comme tu as dit, c'est que Gravenberch, 24. il a quel âge? 22. McAllister, c'est 25. Gravenberch, je pense qu'il a 22, 23. Gravenberch, il a 21. Tu vois, ils sont Curtis Jones, Harvey Elliott. Ils ont vraiment, il a l'effectif. Bajcetic, peut-être. Bajcetic, Bradley, le petit en défense, Kwanzaa. Il a vraiment. En fait, moi, Liverpool, comme je dis, c'est juste accepter. C'est juste accepter les choses telles qu'elles sont. Mais non, ils ne sont pas en pénurie d'effectifs. Il faut juste que les boys prennent leurs responsabilités et qu'ils recommencent un nouveau cycle. En fait, il faut accepter ce recommencement de nouveau cycle-là et de domination. En plus, ils ont un très bon centre de formation. Il faut dire ce qui est. Il y a souvent des gars qui sortent du centre de formation de Liverpool. Tu as parlé de Kwanzaa. Il y a le petit Ben Doak aussi, là, l'Écossais de 18 ans, qui a eu quelques minutes, machin. Donc, Connor Bradley, évidemment, cette saison. Donc ouais, il y a régulièrement des petits gars qui sortent. Je reste confiant, optimiste pour Liverpool. Maintenant, il faudra voir le nouveau coach. Ça parle du gars du Feyenoord, Slot, etc. Ça va forcément être un moment où une page se tourne à Liverpool. Et tu as raison, j'y avais pas pensé. D'ailleurs, ça m'a filé quelques sueurs d'y penser, parce que là, on est sur la fin de saison. Après, il y a l'Euro. Et là, tu as commencé à parler de Salah, du Mercato, les Saoudiens, etc. Ça, c'est le troisième arc qui va arriver cet été, quand les Saoudiens reviennent à la charge. Mais ouais, il y a moyen que les pages Klopp et Salah se tournent en même temps, la même année. Donc, intéressant le Liverpool. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, une autre équipe qui va être intéressante l'année prochaine, c'est bien le Barça avec Xavi. Là, on va aller directement dans le vif du sujet parce que moi, j'ai des questions. Xavi a perdu face à Villarreal. On était là, c'était en janvier passé, je pense le 27. Il perd 5-3. Voilà. 5-3. Il vient, il s'assoit et il nous dit, Xavi nous dit qu'il y a trop de pression. Il a parlé de pression. Il a parlé de santé mentale. C'est-à-dire que moi, je vais aller réécouter ce que Xavi a dit pour voir un peu, en fait, je dis parce que moi, tu sais, 27 janvier, j'étais en pleine Coupe d'Afrique. J'avais pas trop le temps, en fait. On était là, on avait d'autres problèmes. On avait des problèmes. On avait d'autres problèmes. Vraiment, c'était vraiment, la CAN était chic, c'était compliqué. Les Ivoiriens étaient là. Tu vois, les affaires de Cabri qui était mort et qui est revenu à la vie, machin, Emers Faye. T'avais des gars à retrouver, des gens que t'avais interviewés qu'il fallait retrouver avant la finale. Mon tonton, là, du New Jersey et tout, le miskin. Non, c'était compliqué. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de m'asseoir calmement et de regarder. Xavi a parlé de santé mentale. C'est pas à nier aujourd'hui, quand même. Je pense que, voilà, moi, c'est un truc que je prends très, très au sérieux. Il parle de santé mentale. Il te parle de ce qu'eux, ils appellent à Barcelone, ils appellent ça le entorno, l'entourage. Parce que Barcelone est Mesque un club. C'est l'identité, c'est la Catalogne. Ça appartient pas juste à Laporta, à Xavi ou quoi que ce soit, ça appartient à tout le monde. Tout le monde a un droit, tout le monde a une opinion. Il y a des socios, tout le monde parle et puis tout ça. Il te parle de plein de choses, du fait que l'entorno est beaucoup trop lourd autour de lui. Il te dit lui-même, il dit d'une perspective de santé mentale, c'est difficile parce que je suis un gars positif. Mais mes batteries sont vides. Il n'y a pas de raison de rester. C'est Xavi qui parle là. C'est pas moi qui parle, hein. C'est Xavi qui parle. Donc, on continue. Moi, je me pose certaines questions. Je me dis, en fait, OK, l'équipe a commencé à gagner, mais quand l'équipe va recommencer à perdre, est-ce qu'on va retrouver le même Xavi? Le Xavi qui est pris sous pression par l'entourage? Le Xavi qui, mentalement, voilà, n'arrive pas à s'en sortir? Et puis tout ça. Donc, moi, il y a quelque chose qui me pose problème dans le fait que Xavi reste. C'est pas le fait que Xavi reste. C'est bizarre, je sais, je suis bizarre, mais dans ma tête, c'est comme ça que les liens se font. C'est pas que le fait que Xavi reste. Xavi reste, moi je l'ai dit ici la dernière fois, pour moi c'est positif, il doit rester dans la continuité. Mais il faut qu'il reste et qu'il soit serein. Willou, ça ne sert à rien que tu me dises que, je ne sais pas moi, tu as ton diplôme d'avion, tu sais piloter, mais que après quand je sais pas moi, tu as peur de l'avion, je sais pas, quelque chose qui marche pas. ouais, effectivement, c'est pas la meilleure config. Non, je pense, comme tu as dit, pour Xavi, le truc, c'est qu'on l'a vu notamment sur le match de Champions, le retour contre Paris, on l'a vu un peu tout au long de la saison. Je crois pas qu'il recense sur Transfermarkt les cartons rouges pour les entraîneurs, mais il en a pris quelques-unes, des exclusions, suspensions. Parfois, j'ai l'impression d'avoir autant vu son frère Oscar sur le banc de touche que lui, parce qu'il y a beaucoup de matchs qu'il a ratés, parce qu'il avait disjoncté, pété un câble. Et ouais, mentalement, entraîneur déjà extrêmement compliqué, entraîneur du Barça, faut s'accrocher, quoi. Et souvent, il m'a donné l'impression d'être pas forcément à la hauteur mentale du job. Donc je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça ressemble un peu à un choix par défaut et je comprends totalement ta position parce que quand j'ai vu ça, ça m'a semblé aussi logique d'un certain point de vue
parce que le Barça peut pas vraiment prendre un autre entraîneur. Tu vois, ils n'ont pas vraiment les moyens financiers pour ce que ça suppose. Et Xavi peut pas vraiment entraîner un autre club que le Barça. C'est ce que tu disais la semaine passée. Ouais. Comme, je sais pas, comme un mariage dysfonctionnel, mais qui marchote quand même, bah, peut-être que ça va continuer pendant encore au moins une saison. Et après, chacun va voir où il en est après une saison. Mais c'est vrai que tu vois aussi un monde où si le début de saison prochain du Barça est raté, voilà, genre, ça part vite. Avant le début de saison, même le mercato. C'est-à-dire que c'est la pression que tu prends dès le mercato, en fait. Vrai. C'est-à-dire que, ok, cette année, ça a été compliqué et tout, mais là, t'as plein de dossiers. João Félix, Cancelo, des retours de prêt. J'en parlais tout à l'heure dans la vidéo qu'on a fait, Ansu Fati. Tu vois, les gars qui vont revenir de prêt, on s'attend quand même à quelque chose. En dessous, j'imagine mal, il revient, il repart en prêt. Tu vois, ça fait... Genre, tu n'es pas Charlie Patino à Arsenal ou un boy de Chelsea qu'ils ont acheté, ou les 25 000 boys à Chelsea qu'ils achètent chaque année, qu'ils arrivent, miskin, ils n'ont pas de casier. Ils arrivent, ils repartent, tu vois. Donc, c'est pas ça, en fait. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'en dessous soit dans cette situation-là. Je m'attends à ce qu'ils reviennent et que, normalement, ils se battent pour une place de titulaire, tu vois. Donc, moi, Rafinha, qui est bon à cette fin de saison, puis là maintenant tu as des offres qui arrivent peut-être, on dit d'Arabie Saoudite, de machin et tout ça. On connaît les Brésiliens, on ne sait jamais, peut-être qu'il va vouloir secure the bag en se disant bon, moi si on peut aller me payer 50 millions par année pour que j'aille jouer en Arabie Saoudite, je vais aller en Arabie Saoudite, je vais prendre mes 50 millions par année et puis je mets la daronne, la famille, tout le monde à l'abri. Donc il y a pas mal de dossiers qui s'en viennent. Donc déjà en termes de stress, déjà de comment tu vas former ton effectif l'année prochaine, nous tous on est un peu dans l'indécis. Parce qu'il y a des clubs où tu te dis, il y a des ajouts à faire, tu vois. Des clubs, tu te dis, OK, bon, ils ont besoin d'un milieu de terrain, ils ont besoin d'un truc. Au Barça, tu as l'impression que c'est encore un remodelage qu'il faut encore faire et tout pour être sûr d'avoir vraiment cette bonne assise-là et te dire, je peux aller sur la saison. Et comme je suis le Barça, de me battre pour tous les titres. Parce que la vérité au Barça, c'est qu'en début de saison, il y a des clubs où c'est comme les banques quand ils disent le too big to fail. C'est la même chose, en fait. Tu es tellement gros qu'on ne peut pas accepter que tu sois en faillite. On ne peut pas l'accepter. Et le Barça, quand tu es socios ou supporter du Barça, j'imagine que eux, dans leur tête, c'est comme ça qu'eux, ils le voient, effectivement. Le club est tellement gros qu'ils ne peuvent pas accepter que le club fasse des saisons blanches. Donc l'année prochaine, dès le début, tu repars avec ce même stress-là. Moi, ça m'inquiète. Franchement, il n'y a que ça qui m'inquiète. C'est l'aspect. Xavi, j'ai envie de dire, allez, va voir Tuchel avec les moines là qu'il était allé voir, machin. Va faire du travail mental, psychologique. Oui, en Indonésie. Mais je pense que de l'article que j'ai lu là, qui vient de sortir sur l'Athletic, sur un peu les dessous de la prolongation surprise un peu de Xavi, parce que quand même, c'est un vrai retournement de veste et de situation. Ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, le moment où il avait dit qu'il arrêtait, c'était aussi parce qu'il y avait un désaccord avec le board et il n'avait pas pu obtenir suffisamment de garanties sur le mercato estival. Donc tu as raison de parler de ce mercato, parce qu'il a été un petit peu au centre des tensions qu'il y avait entre Xavi et sa direction, même si nous, on a surtout vu l'angle Xavi a besoin de repos, etc. Apparemment, un des points de désaccord forts et un des points de tension, c'était ça, c'était Xavi qui voulait plus de ressources au mercato, et il n'a pas pu en avoir. Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de garantie. Et c'est un sujet qui est revenu sur la table là, juste au moment de l'annonce. En fait, apparemment, quelques jours / heures avant que Xavi et que tout le monde dise « Ok, en fait, je reste », c'était pas sûr du tout. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait depuis des semaines et qui est dans les tuyaux, dans les coups. C'est un truc qui est assez récent. Et avec le board, il y a encore eu cette tension autour du mercato estival. Et le board lui a dit... nous, on ne peut pas donner de garantie, la situation financière du Barça est ce qu'elle est, mais on ne peut aussi pas donner de garantie à un coach qui ne nous en a pas apporté non plus. Élimination en Champions League où tu te fais remonter, la grosse défaite contre le Real Madrid qui fait mal aussi, même s'il y a une situation arbitrale, machin. Le fait d'avoir perdu les 3 classicos cette saison, c'est une énorme tâche, une énorme ombre au tableau pour le Barça. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une partie du board qui est pas très très contente non plus que Xavi reste. Donc ça a l'air d'être une situation, en tout cas de l'article que j'ai lu, qui est un peu en mode backstage et tout, ça a l'air d'être une situation envenimée en général. Et c'est vrai que la situation au Barça actuelle, quand on voit ça, et qu'on voit de l'autre côté le Real qui va sans doute enregistrer l'arrivée de Kylian Mbappé, peut-être d'un Alphonso Davies qui continue de se renforcer saison après saison, en ayant fait pendant une bonne partie du taf
relativement sain, quoi, avec, je sais pas, un nouveau stade, machin, même si le Barça va avoir son nouveau Camp Nou. Est-ce que c'est... D'ailleurs, je sais pas si c'est saison prochaine. Je pense qu'ils vont encore jouer une saison à Montjuic. Je pense qu'ils font... Il me semble qu'ils font encore une saison. Parce que c'est possible. Je crois que c'est ça. C'est clair. Mais je crois que tu as raison. Je crois que c'est ça. Donc ouais, c'est encore... Mais cette question du stade, c'est aussi un truc. Parce que c'est encore une saison un peu de transition pour le Barça qui, pour l'instant, est un peu en mode survie, flottaison. Tu vois, je pense que le fait de jouer à Montjuic, le retour contre le Paris Saint-Germain, ça aide pas. Je suis pas sûr que tu prennes ce comeback-là au Camp Nou. Bon, non, si l'ambiance au Camp Nou, elle est différente. On va pas faire du foot fiction, mais ouais, voilà, différent. La vibe des joueurs est différente. J'ai vu qu'en Liga cette saison, le Barça, je crois, à domicile, avait la 14e défense. Alors qu'à l'extérieur, il joue très bien, bizarrement. Il joue très bien à l'extérieur cette année, bizarrement. Voilà, c'est ça. Et quasiment toutes les défaites en Liga, voire toutes, peut-être à part une, étaient à la maison. Donc... Montjuic, c'est pas le problème, mais c'est un peu un symptôme et un symbole de ce Barça qui est encore en transition. Et finalement, garder Xavi, c'est un peu encore cette idée de transition, parce que pour le Barça, l'idée, je pense, de conserver Xavi, c'était aussi assez clair, c'est que tu peux pas forcément payer une grosse indemnité pour aller chercher un autre coach. Peut-être que niveau salaire, ça passe plutôt avec Xavi, alors qu'avec d'autres options, ce serait difficile. Et aussi, je vois pas beaucoup d'options qui sont là actuellement présentes, qui sont intéressantes. Le seul gars qui était vraiment mentionné, qui revenait vraiment régulièrement, qui n'était pas juste un nom, genre Flick, Tuchel, machin, c'était Marquez, Rafa Marquez, qui est coach de l'équipe de jeunes. C'était aussi une option made in Barça, qui coûte pas grand-chose niveau salaire, qui a pas d'indemnité de transfert à payer. Et à qui tu n'as rien à promettre. C'est ça la situation du Barça. Il faut faire des économies. Promettre, en fait. C'est pas Xavi. Xavi, il va te dire j'ai été champion l'année passée. Je voulais des garanties, vous me les avez pas données. J'ai raté ma saison. Alors que l'autre, tu lui donnes sa chance en fait. Donc tu n'as pas grand-chose à lui garantir. Tu t'attends à ce que ça, ce que ça puisse avancer. C'est vrai que c'est assez. En tout cas, la situation est pas top, ouais, c'est sûr. Et perso, ça me ravit pas trop parce que j'ai rien contre le Real, mais j'aimerais voir un classico plus équilibré. Enfin, en fait, j'aimerais que les deux gros se tirent vraiment la bourre et soient très très proches l'un de l'autre. Alors que là, non seulement cette saison, Barça a pas gagné un seul classico, mais aussi la sensation que ça donne, c'est que l'année prochaine, ça va être pire en fait. J'ai l'impression que ça va jamais trop se séparer parce que ces deux clubs restent toujours fondamentalement assez proches. C'est quand même le Real et le Barça. Mais la saison prochaine, ouais, je pense que ça peut être peut-être encore un peu plus déséquilibré parce que le Barça n'a pas l'air d'être en bonne posture pour faire de grosses acquisitions et vraiment transformer son équipe comme il y a besoin de le faire. Par rapport à ce que tu dis, ça me permet de rebondir directement sur ce dernier axe que j'avais envie de prendre en considération un peu dans la discussion. Je pense que c'est assez intéressant de le voir. Souvent, on voit, comme je dis à chaque fois, le football sous un seul prisme. Mais quand tu regardes autour, je me dis, je sais pas ce que toi tu en penses, mais est-ce que la gestion d'un club par un seul propriétaire et la gestion d'un club comme d'une manière étatique un peu, tu vois, comme une société. Donc, avec des socios, des gens qui votent, en fait. Tu vois, comme ça, j'ai dit de manière étatique, donc avec des gens qui votent. Donc, il y a des élections, quoi, tu vois. Donc, pour être président au Barça, il faut que tu fasses campagne électorale. Il y a des élections, tu vois. C'est pas simple, en fait. Tu te lèves pas un bon matin, c'est pas n'importe quel tocard dans la rue, là, qui vient et dit, moi, je vais prendre le Barça. Ça marche pas comme ça. C'est des connexions, ça monte. Et d'ailleurs, même, il y a ce poids-là, quoi. Tu vois, quand tu es président du Barça, président du Real, il y a des présidents de certains clubs, ils ont presque rang de chef d'État, tu vois. Franchement, il n'y a pas de grosse différence. Ils vont aller partout, ils vont être reçus avec les plus gros honneurs. Donc, est-ce qu'il y a une différence? C'est sûr. Être président du Barça, par exemple, en Catalogne, c'est peut-être la fonction la plus prestigieuse qui existe, quoi. Tu es invité à absolument tous les dîners, tu es dans tous les cercles. C'est l'aboutissement d'une carrière quand tu es catalan. Et c'est pour ça que je me pose cette question en me disant, ce genre de gestion-là que l'on connaît, par rapport à une gestion qui est totalement différente d'un club genre en première ligue, City, même là encore c'est différent, mais Arsenal ou whatever, Liverpool, etc., où tu as un propriétaire, où tu as un consortium qui est propriétaire et que tu te rends compte que la gestion elle est totalement différente. Les gars, ils sont proprios, ils mettent de l'argent, ils s'attendent à des résultats et tout, et ils peuvent ne pas avoir à rendre compte forcément à certaines fois aux fans. C'est-à-dire que la distance est différente. Il y a une plus grande distance entre moi et Stan Kroenke qu'il y en a entre Massian et puis Laporta. D'ailleurs, il y a une photo ensemble. Il y a une plus grande. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une, la distance est beaucoup plus courte. Et est-ce que ça rajoute pas en fait dans ce bordel-là, intéressant. Des fois, je me pose des questions en fait en me disant,
Xavi, dans un contexte différent, peut-être c'est plus simple. Peut-être il s'en sort mieux. Peut-être. Mais là, c'est tellement politique l'affaire que... En fait, ma sensation, c'est, pour avoir lu pas mal de bouquins sur le Barça, etc., c'est, et genre les clubs espagnols, c'est que parfois, effectivement, ce concept de club démocratique, ça peut conduire à une approche beaucoup par cycle court, comme c'est des cycles d'élections, c'est des cycles électoraux. Donc, parfois, il y a des clubs, tu te dis, ce serait mieux qu'ils mangent leur pain noir pendant 3-4 ans et qu'ils se reconstruisent vraiment à partir d'un assainissement de la masse salariale, accepter de ne pas être compétitif peut-être pendant 2 ans, mais comme ça tu repars vraiment avec des bases fraîches. Mais aujourd'hui, quand tu es président du Barça et que tu veux gagner la prochaine élection, tu dois être performant tous les ans, tu dois plaire à tes supporters tous les ans. Et ce truc un peu court-termiste, je pense, effectivement, parfois, ça peut être un problème. Je sais pas si c'est le problème principal dans cette situation actuelle, mais ouais, il y a moyen que effectivement ce soit pas le... Ouais. Tu me rejoins parce que je pense que quand j'ai affaire à des investisseurs et quand j'ai affaire à des supporters, c'est différent. Quand j'ai affaire à des investisseurs, un investisseur a ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle communément une genre d'aversion au risque, tu vois. Donc, il peut comprendre un peu le fait que quand tu mets de l'argent quelque part, it takes time, sometimes. Et que it might not work. Ou ça peut marcher aussi, tu vois. Le supporter, il s'en fout. Le supporter, c'est comme un client, en fait, tu vois. C'est moi, quand je vais quelque part et je paye et j'achète. En fait, c'est pas mon problème que le matin, la farine, elle est arrivée, le boulanger, il s'est levé à 4 heures. C'est pas mon problème, frérot. Je suis venu, on est supporter, on n'est pas comptable, on veut voir les résultats. Et ça doit jouer, effectivement, comme tu dis, dans cette vision peut-être à court terme et à long terme, ce qui peut mettre plus de pression à quelqu'un et en mettre moins à un autre. Tu arrives à Arsenal, ça n'a pas marché pendant plusieurs années, tu te dis, le Arteta, il est là, on va lui donner le temps, tu es le propriétaire, tu es seul décisionnaire finalement, c'est ton argent, tu dis, ok, bon, ça va, on a rushé, on a changé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, essayons un peu de stabilité, on va voir et tout. Tu attends un peu, finalement, ça prend. Tu es dans la même situation, tu es au Barça, après 2 ans, on te vire. Parce qu'on va se dire, oh, c'est bon, là, on n'a pas le temps de finir 8e. On n'a pas le temps de faire 3 matchs, 3 défaites en début de saison. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que des fois, ça aussi, ça peut... Parce que je revois encore le cas Xavi et je me dis, il va rester. Mais moi, il y a une partie de moi qui me dit, c'est bien. Parce que comme tu as dit, il n'y a pas d'autre option. C'est Xavi, il quitte le Barça, il va aller coacher où? Bon, le Barça, ils n'ont pas forcément aussi les moyens d'aller payer des clauses de 10 millions à Brighton pour chercher De Zerbi, machin, je ne sais pas, whatever. Donc, mais... est-ce qu'il va être à l'aise? Est-ce qu'il va pouvoir travailler calmement? Est-ce qu'il y aura cette entente-là, comme tu le dis, avec la direction, le mercato? Franchement, je suis stressé. Ce sera intéressant parce que je pense que Xavi, il a montré cette saison qu'il faut qu'il progresse. Il y a des chantiers assez clairs et identifiés. Le premier étant la gestion du stress, où il nous a montré qu'il faut qu'il y ait des progrès. Et saison prochaine, on pourra l'évaluer un peu là-dessus. Si saison prochaine, il continue première partie de saison, il se fait encore sauter de son banc 2 fois parce qu'il prend un rouge stupide, c'est qu'il n'a pas progressé. Et on peut dire assez clairement, c'est problématique d'avoir une personne à la tête sur le banc d'un des plus grands clubs du monde qui ne progresse pas sur sa plus grosse faiblesse. Donc moi je suis content qu'on ait un petit peu plus de matière à analyser pour Xavi, parce que quand même fondamentalement la saison dernière, c'est champion avec une défense de fer. C'est pas flamboyant, mais il y a quand même des choses intéressantes avec un effectif qui déborde pas non plus de ressources et de qualité. Cette saison actuelle, là c'est une vraie déception, c'est clair. Même si tu as le retour en quart de finale de Champions, tu peux t'espérer plus. Maintenant, il y a la troisième. On a eu A, B, maintenant on veut C. Et peut-être là, on pourra avoir un avis un petit peu plus clair sur Xavi. Donc je suis content au moins pour ça. 3 saisons, c'est important. Je pense que 3 saisons, c'est bien. Et malheureusement, aujourd'hui dans le football, il n'y a pas beaucoup de temps. En fait. On ne donne pas le temps aux gens de pouvoir construire. Mais je pense qu'il faut, voilà, comme disait l'illustre légendaire, meilleur joueur de l'histoire du football interplanétaire, Monsieur Thierry Henry, il faut donner le temps parce que le temps n'a pas le temps du temps, parce que tu sais que le temps, voilà. Et donc, Wilou, nous sommes à la fin du temps. La famille. Dites-nous en commentaire, fan du Barça, fan de Liverpool. Ouais, quand je repense encore. Je sais pas pourquoi je repensais à Barça-Liverpool la dernière fois. Il y a un truc qui m'a fait repenser à ce truc-là.
Je sais pas, je parlais à quelqu'un et je disais à quel point, genre, le Barça, ils ont perdu face à un Liverpool. Miskin, il n'y avait personne. Ouais, il n'y avait pas Salah, pas Mané. Il y avait Origi. Ouais. Origi, et Shaqiri, et Wijnaldum qui plante deux buts. Et Sadio Mané, il n'y avait que Sadio qui était là, tout seul, le guerrier. C'est n'importe quoi. Mais bref, donc dites-nous en commentaire ce que vos projections pour la saison prochaine. Xavi qui reste finalement, parce que je vois pas mal de supporters du Barça qui sont contents, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Moi, je vois une communauté assez divisée déjà, juste en termes de supporters. Il y en a qui sont comme, ouais, encore une saison blanche, mais pas gagné, machin, etc. Donc, ils veulent pas qu'il reste. Et il y en a d'autres qui sont comme, oui, il faudrait peut-être qu'il reste. Donc, dites-nous franchement ce que vous en pensez. Et au niveau de Liverpool, le futur, il est comment sans Jürgen Klopp, quoi. Franchement, ça risque de, ça promet. Mais Klopp, il part pas. Tu vois, il y en a, ils partent. Et ils te laissent les caisses vides. Tu vois, ça arrive très souvent en Afrique, par exemple. Tu as des élections présidentielles, il y a un président, il se bat, il y a un nouveau président, il arrive. Un nouveau président, il arrive, et tu as l'impression que tu recommences à zéro, en fait. Tu regardes les caisses de l'État, tu demandes au ministre de l'économie, il te dit, ah mon gars, moi, j'étais pas là. Mais là, Klopp, il part, mais il laisse un vivier de talent. Il laisse vraiment un super vivier de talent. Donc, le prochain qui arrive, il n'aura pas droit à l'erreur. Et à Liverpool, on sait que les attentes, elles sont Et mec, aussi je vais dire au Barça, pareil. Hein. Au Barça aussi, gros vivier de talent. On vient de parler de deux des clubs qui forment le plus et qui sortent le plus de joueurs de top niveau année après année. Et le Barça Next Gen, là, Yamal, Fermin Lopez, Koubarsi, sans même parler des Pedri et Gavi, c'est même plus la Next Gen, maintenant c'est la Old Gen, c'est la PS3. Bah ouais, c'est pas mal, quoi. Ça donne envie d'être regardé. Non, ça va donner. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dernier message rapidement pour un remerciement pour tous ceux qui nous regardent. Je voulais le faire dans la vidéo tout à l'heure, mais j'ai oublié un draft qu'on a fait. Remerciement pour tous ceux qui nous regardent. Franchement, ça fait plaisir de nous donner de la force, du soutien. On voit que vous appréciez et tout. Qu'est-ce que tu as à nous vendre là? Non, rien en fait, c'était juste pour les remercier en fait. Franchement, c'est parce que je me suis dit, j'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, on a dépassé les 100 vidéos, les gens ils continuent à regarder de ton côté, de mon côté. C'est vrai, 100 épisodes du Stan and Willow Show et toujours pas de nom pour la série. Ouais, il y a des no-name, c'est le no-name show. C'est le no-name show. On devrait même appeler ça le no-name show. Donc tu regardes ça et tu te dis, ouais, c'est quand même cool. Et en plus, les gens, ils regardent. Vraiment, la dernière fois, j'étais surpris, je regardais la vidéo de la draft qu'on avait faite, je sais même plus quelle vidéo on avait faite. Ah, la vidéo des gars surprises en fin de saison. Et ils sont restés combien jusqu'à la fin pour Chris Woods? Je regardais les commentaires, j'étais mort de rire. J'étais dit, ouais. Bien sûr. On a des fidèles, c'est bien. Il y a des fous quand même, franchement. Ils sont restés jusqu'à genre au bout de 55 minutes, 1 heure et quelques pour entendre parler de Chris Woods. Vraiment, les gars, merci beaucoup. On le dit pas assez, mais je suis sûr que voilà, Vilou, il pense la même chose, donc on est ensemble. Totalement, je le pense et je le dis. Quel kiff et quelle chance que tu as raison. On a quasiment fait 2 saisons là. On arrive sur la fin de notre deuxième saison et j'ai l'impression que ça fait que prendre. Donc ouais, toujours autant un honneur. On continue à pousser. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. Ça va très vite. La semaine prochaine, Ligue des Champions, demi-finale, je pense, il me semble. Hein. Bien sûr. Ça va très vite, là. Mardi, mercredi prochain. Mardi, Bayern-Real. Mercredi, Dortmund-Paris Saint-Germain. Un petit tour en Allemagne. Voilà. Donc, on repart sur demi-finale, 2 semaines de demi-finale de Ligue des Champions. Ensuite, la finale de Ligue des Champions le 1er juin. Entre-temps, les demi-finales d'Europa League et donc du coup la finale de l'Europa League et la finale de la Conference League aussi. Bref, un gros mois de mai. Franchement, un gros mois de mai avec que des bangers. 25 mai, j'ai vu tout à l'heure Manchester City, Manchester United, FA Cup finale, match. En tout cas, OL PSG, Paris OL le même soir aussi. Paris OL et tout aussi en Coupe de France. Bon, même si la dernière fois vous n'êtes pas géré hein, quand même. Hein, vous n'êtes pas géré. Là, vous avez pris vraiment en première mi-temps, c'était plié. Après 10 minutes, c'était plié. C'était pas sérieux. Donc, on va voir ce que ça va donner cette fin de saison. Gros mois de mai et après, on enchaîne directement. Petite trêve internationale et ça repart avec l'Euro. Franchement. L'Euro qui arrive là, je suis trop content qu'il arrive et en même temps, il me reste 21 épisodes de retour à faire. Chaque heure là va être précieuse. Mais en plus, toi, tu fais ça sérieusement. Mais toi, tu vas dans l'aspect culturel, l'aspect politique, l'aspect magique. Tu dis que bien sûr. Il y a de la recherche à faire, tu vois. Il y a de la recherche à faire. Donc, il y a courage. Franchement, courage. C'est bien. Mais bon, écoute, il n'y a pas le choix. Hein.
C'est ça, exactement. C'est toi qui as lancé ce bail-là. Moi, j'ai réfléchi. J'ai dit Africator pour aller nulle part. Moi, je fais le tour de nulle part. J'ai de bonne chance. Je vais laisser le bail là-bas. Et nous, on se connaît. Je vais aller parler du Cameroun. Les Camerounais vont venir me dire oh, qu'est-ce que tu racontes? Africator, pas mal. Je veux le voir pour la prochaine CAN. Qui arrive bien, c'est dans pas si longtemps que ça, hein, c'est 2025. C'est dans un an, mec. Ouais. C'est dans un an, là. 1 an et 1 mois, c'est incroyable. Ça va juste trop vite, en fait. On s'arrête pas. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.